Province du Yunnan, en Chine. La source du puissant fleuve Mékong. Le début d'un voyage de 4300 km, du plateau tibétain à la mer de Chine méridionale. Un monde des extrêmes. Des sommets enneigés à la forêt tropicale luxuriante. Avec la fonte des neiges, le Mékong entame son histoire et serpente au cœur de la grande biodiversité de la Chine. Pays qui abrite un primate vivant à haute altitude et un oiseau qui défie presque la biologie en flirtant avec les plus hauts sommets. Des créatures menacées qui luttent pour survivre dans des milieux qui rétrécissent. Le Yunnan est la première étape de cet incroyable voyage dans les recoins les plus reculés d'Asie. En suivant le Mékong à travers la Chine, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam, nous allons ensemble en découvrir les mystères et sa biodiversité. Simple filet d'eau à plus de 4800 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur les sommets enneigés du Tibet, le Mékong débute son aventure. Celle-ci se poursuit au milieu de gorges abruptes, profondes de 3000 mètres et de sommets glacés de plus de 6000 mètres. Né au Tibet, le fleuve Mékong atteint le Yunnan et le sud-ouest de la Chine. Il entre 4500 mètres plus bas, au Laos. Puis il coule à travers la jungle de Thaïlande, les forêts et les lacs du Cambodge. Pour parvenir ensuite au Vietnam et terminer sa course en mer de Chine méridionale. C'est le mois de février dans le nord du Yunnan. Dans ces forêts isolées qui recouvrent le relief, l'hiver touche à sa fin. Des journées ensoleillées ont succédé aux chutes de neige, mais les températures restent basses. Cette région inaccessible cache un trésor. Dans une région étroite du plateau tibétain, coincée entre les fleuves Yangtze et Mékong, vit un animal extrêmement rare qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Le rhinopithèque brun. Il est tôt ce matin. La troupe parcourt la forêt en quête de nourriture. Ces créatures discrètes sont fortement menacées. On en dénombre moins de 2000. Le chef de la troupe, le roi des singes, est le seul mâle dominant dans un groupe de femelles et de petits. Le mâle est 2 fois plus grand que la femelle et a de longs poils blancs et noirs sur les flancs. Il surveille son royaume qui peut faire jusqu'à 130 km².
Chaque jour, il emmène la troupe, plusieurs femelles et leurs petits, à la recherche de nourriture. Il s'assure de n'avoir sur son chemin aucun groupe de rivaux. Pour l'instant, il n'y a aucun danger. Le rhinopithèque brun évolue à haute altitude. Il est le seul à vivre à 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer. La vie à de telles hauteurs n'est pas simple. Pour survivre, ces animaux ont développé des attributs particuliers. En plus de leur épaisse fourrure qui leur tient chaud, ils possèdent un museau étrange, un museau tout plat. Il n'y a pas d'os nasal, les narines sont retroussées, c'est une anatomie unique qui protège du froid. Pour survivre dans de telles conditions, outre leur fourrure et leur nez plat, ces singes sont dotés de vaisseaux sanguins adaptés, leur permettant d'accroître l'assimilation d'oxygène, plus rare dans ces forêts. Ce milieu pauvre en oxygène influe aussi sur leur alimentation. Les primates se nourrissent habituellement de plantes et de fruits. Mais ici, ces délices se font rares. Ces singes ont donc opté pour une alimentation qui leur permet de survivre. Ils se nourrissent presque uniquement de lichens qui poussent sur les arbres. Celui-ci capte l'humidité de l'air et les nutriments de l'écorce. Il est très répandu dans les forêts tempérées. Le lichen, source d'alimentation des singes, est disponible même durant les hivers les plus rudes. Le lichen n'est pas une plante. Il est le résultat d'une symbiose entre une algue et un champignon. Il faut parfois compter plusieurs saisons pour qu'il se régénère. Les singes se déplacent donc sans arrêt. Décrocher le lichen de l'écorce n'est pas chose aisée. Mais les rhinopithèques très habiles de leurs doigts y parviennent. Pour garder la chaleur, leurs mains sont recouvertes de fourrure. On a l'impression qu'ils portent des mitaines. C'est le début du printemps. Il fait encore froid, un autre problème se pose. Avec le gel, les branches deviennent cassantes. Choisir laquelle supportera leur poids est compliqué. Mais ils peuvent tirer parti des branches les plus flexibles. Ce singe habile se sert de la souplesse de la branche pour se propulser sur de longues distances. Le chef de la troupe a tenu son rôle. Le lichen abonde dans ce secteur et les singes se régalent. Tandis que les adultes se nourrissent, ce jeune singe, lui, a d'autres désirs. Il sera bientôt prêt à tester les limites. Les animaux ne sont pas les seuls à s'être adaptés à la vie en altitude. Les arbres aussi ont évolué pour résister au froid.
Le Mékong, qui serpente au cœur de ces reliefs, est bordé d'immenses forêts. En raison de son inaccessibilité, cette région boisée est restée bien plus préservée qu'ailleurs en Chine. Les conifères endémiques de cette région sont très présents. Ces arbres restent toujours verts. Le processus de photosynthèse se poursuit tant qu'il y a suffisamment de soleil. Les fines épines leur permettent de capter l'eau. Donc ces arbres dépendent moins du cycle des saisons. Des pommes de pin résistantes protègent les graines qui se propageront. Le contraste est saisissant entre les solides pommes de pin et les fleurs fragiles du saule blanc qui apparaissent dans le paysage. Les doux brins argentés procurent de la chaleur à l'appareil reproducteur. Les chatons apparaissent bien avant les feuilles. À la fin du printemps, les fleurs céderont la place à de jeunes bourgeons d'un vert très vif. Ces premiers signes sont la preuve indéniable que le printemps a démarré. En poursuivant sa course vers le sud, le Mékong atteint la région du lac Napa, située à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le jour se lève sur le lac gelé, niché au creux des monts Engeduan. Des centaines d'oiseaux viennent de toute la région pour hiverner ici, y compris le plus élégant de tout le pays, la grue à col noir. Avec son plumage noir et blanc très reconnaissable, c'est la seule espèce de grue endémique de la région. Les grues sont menacées et on en compte moins de 10 000 dans le monde. Ces grues à col noir arrivent du nord-ouest du plateau tibétain. Grande d'1,50 m, la grue domine les autres espèces présentes sur le lac. Ce mâle se sert de ses longues pattes pour parcourir les eaux peu profondes. Son long bec est un outil pratique pour dénicher les insectes, les invertébrés et les grains cachés dans les fissures d'un sol gelé. Elle se déplace en groupe, avec grâce, d'un bout à l'autre des marais. Des communautés d'agriculteurs occupent ces terres depuis des milliers d'années. À la saison sèche, le niveau d'eau est bas. Les terres agricoles apparaissent, c'est une étape idéale pour les oiseaux migrateurs. Les terres étant exploitées, ils doivent la partager avec des créatures plus imposantes. Des centaines de nuées d'oiseaux viennent se poser ici pour hiverner. Une fois au sol, les couples et les familles se reconstituent. Ces deux grues resteront à jamais fidèles. Leurs petits ne s'éloignent jamais plus de quelques mètres. À l'âge de 8 mois, on peut reconnaître une femelle à son plumage gris. Les plumes noires et blanches n'apparaîtront pas avant ses 1 an. Les parents veillent au grain quand leur petit se nourrit. Elle a déjà vécu une première migration. Quand l'heure sera venue de repartir vers le nord, elle s'envolera avec sa famille. L'été prochain, pour la migration, elle se joindra aux autres jeunes oiseaux. Elle ne se reproduira pas avant d'avoir 3 ou 4 ans.
Elle est à la recherche de grains, l'offrande de ses terres agricoles. Pour faire des réserves avant un voyage de 1700 km, elle passe les 3/4 de son temps à manger. Sa mère et elle se nourrissent, tandis que le mâle monte la garde. Toutes sortes d'animaux domestiques se mêlent à ceux qui sont de passage. Les cochons font de curieux compagnons de festin. Mais cette promiscuité n'est pas fortuite. Les cochons remuent le sol et par là même aident les grues à trouver des insectes. De retour dans les marais, la famille de grues s'en tient aux limites invisibles de son territoire. Une autre famille y pénètre, à ses risques et périls. Les deux familles rivalisent de postures menaçantes, jetant leur tête en arrière et poussant des cris. Le mâle n'est pas près de renoncer à son territoire et charge. Victoire. L'autre famille bat en retraite. Leur source de nourriture est préservée, pour l'instant. Les grues à col noir séjourneront encore 1 mois au milieu des monts enneigés et des lacs gelés avant de s'envoler. Au cœur de la forêt, les rhinopithèques bruns, après s'être suffisamment nourris, prennent un bon bain de soleil. En général, la journée se divise en 2. La quête de nourriture matin et après-midi et une sieste à mi-journée. Une fois le repos terminé, l'heure est à leur passe-temps favori, l'épouillage. Il s'agit plus que d'une activité hygiénique. Elle s'accompagne de la libération d'ocytocine, surnommée hormone de l'amour. Elle participe au renforcement des liens familiaux. Des liens indéfectibles sont nécessaires à leur survie. C'est un geste social enseigné dès le plus jeune âge. Mais les jeunes ne sont pas tous dociles. Ce petit qui se gratte aurait besoin d'un épouillage. Il se soumet à contre-cœur à une séance. Mais il préférerait, semble-t-il, partir à l'aventure. Après la séance d'épouillage, il passe discrètement auprès du chef occupé à toute autre chose. Même si devenir indépendant fait partie de son apprentissage, il est bien trop jeune pour s'aventurer trop loin tout seul. À l'âge de 3 ans environ, une fois mûr, les mâles ont l'habitude de quitter la troupe pour rejoindre un groupe de célibataires. Mais ce petit, âgé d'1 an à peine, ne cherche qu'à s'amuser. Il s'essaie à se balancer, sous l'œil attentif de sa maman. Mais il semble que ce petit souhaite s'aventurer plus loin. Il commence à s'éloigner du territoire familial. Sans la présence des aînés,
Il est en danger. Les célibataires peuvent tuer les petits de leurs rivaux. Inconscient du risque, il a pénétré sur le territoire d'un groupe de célibataires. Un groupe de mâles isolés, régi par un mâle dominant. Sans y être invité, il rejoint un mâle sur une branche. Un acte risqué. Cela pourrait lui causer des ennuis. Mais au lieu de s'enfuir, le petit singe essaie d'initier un jeu. Il est vite remis à sa place. Le singe le mord à la tête et le place dans une position de soumission. Il a montré au petit qui dominait. Le singe célibataire s'est suffisamment prêté au jeu, la leçon est désormais terminée. Le jeu est un moyen de faire respecter la hiérarchie. Il aura peut-être plus de chance avec un singe de son âge. Un petit de taille comparable, venu d'une autre famille, le rejoint. Ensemble, ils testent leurs aptitudes physiques en jouant aux acrobates parmi les branches. Les deux nouveaux amis se balancent dangereusement. S'ils devaient lâcher prise, ils tomberaient lourdement sur le sol. Mais la rapidité de leurs réflexes leur permet de jouer sereinement. Nos deux joueurs sont observés par le chef des célibataires. Il pourrait les tuer en quelques instants. Mais ces petits ne semblent pas conscients de la menace. Ils tentent même de jouer. Malgré l'insistance des jeunes, ces célibataires ne souhaitent pas se battre. Ce n'est pas la saison de reproduction, ils sont moins agressifs. Mais ils ne veulent pas non plus jouer. Les petits ne renoncent pas facilement. Finalement, le leader conduit le groupe de célibataires plus loin. Chose étonnante, les jeunes tentent de suivre. Ils veulent à tout prix les accompagner. Mais leur présence n'est pas souhaitée. Ces petits sont à l'évidence trop jeunes pour être séparés de leur famille. Ils ne feraient que les ralentir. Ces singes plus vieux, plus grands, se déplacent rapidement et sur de longues distances. Les deux petits, pleins d'envie, ne peuvent pas suivre. Le bébé intrépide décide qu'il est temps d'aller retrouver sa maman. Un jour viendra où il partira pour ne plus revenir.
Des ruisseaux descendent à travers la forêt pour rejoindre le fleuve Mékong alors qu'il traverse et nourrit d'immenses terres agricoles. L'oie à tête barrée survole tout ce réseau de cours d'eau. Cela fait des décennies que les scientifiques s'interrogent devant ces oiseaux migrateurs. Cette espèce vole à très haute altitude, dans des conditions extrêmes. On la retrouve à plus de 7000 mètres d'altitude. Ce groupe d'oies à tête barrée a traversé le plateau tibétain et restera dans la région jusqu'en avril. Leur nom leur vient des 2 bandes de plumes noires qu'elles ont sur la tête. À les voir se nourrir paisiblement, on a peine à deviner de quels exploits physiques extraordinaires elles sont capables. Voici l'oie dominante du groupe. Ce mâle décide. Là où il se rend, les autres suivent. Les oies ont beaucoup à faire. Chacune d'elles doit gagner 1 kilo, presque la moitié de leur poids actuel, avant de se rendre pour l'été en Asie centrale. Une migration peu ordinaire. Elles vont devoir franchir un immense obstacle, l'Himalaya. Ce qui s'apparente à des moments de loisir, se baigner, se lisser les plumes, est en réalité une préparation pour le voyage. L'oie lisse ses plumes, les réarrange, les colle presque. Elles seront imperméables et plus aérodynamiques. Les oies, présentes par centaines, séjourneront durant 5 mois sur ce haut plateau avant d'aller passer l'été ailleurs. Savoir quand s'envoler est une chose importante. Toute erreur de timing pour un tel voyage pourrait s'avérer fatale. Le printemps s'impose, les jours s'allongent, l'air se réchauffe. C'est le signal que les oies attendaient. Une aventure qui commence. Alors que la plupart des oiseaux migrateurs planent ou battent des ailes, l'oie à tête barrée ne cesse de battre des ailes durant tout le trajet. C'est un record d'activité pour un oiseau de cette taille. Il maintient ce rythme de vol durant des heures dans un milieu très pauvre en oxygène. On a longtemps ignoré comment elle pouvait tenir un tel rythme à de telles altitudes. On sait aujourd'hui que cette oie est dotée de gros poumons et qu'elle respire 7 fois plus vite en altitude. L'apport en oxygène est donc multiplié alors qu'elle repousse les limites. C'est une migration extraordinaire. Ces oiseaux incroyables défient presque la biologie en franchissant les plus hautes montagnes pour gagner leur lieu de reproduction. Alors que les oiseaux volent vers le nord, le Mékong coule dans la direction opposée. Il continue sa course à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer et parvient au contrefort de l'Himalaya. Les versants sud des montagnes captent l'eau de la mousson qui arrive du nord depuis l'océan Indien et nourrit les forêts de sapins et de feuillus.
le Mékong traverse désormais un milieu tout à fait différent. Là où vit l'animal le plus discret de Chine, le panda roux. Cette espèce extraordinaire qui a survécu à la période glaciaire voit son avenir incertain. Seuls 10 000 individus ont été recensés. Roulé en boule, un mâle isolé se protège du froid. Il enroule sa queue autour de lui pour conserver la chaleur de son corps. Sa fourrure ambrée lui vaut le surnom de panda éclatant. Au réveil, ce jeune mâle n'a qu'une chose en tête. C'est la saison des amours, le seul moment de l'année où il entrera en contact avec un de ses semblables. Descendre des arbres glissants peut être périlleux. Mais la fourrure située sous ses pattes augmente l'adhérence sur les branches mouillées. Et un faux pouce, une extension de l'os du poignet, lui permet de s'agripper. Grâce à son épaisse queue qui l'aide à garder l'équilibre, il regagne le sol sereinement. Ce panda roux a de la chance. Il a découvert une plantation de bambou à la limite de son territoire. Le bambou constitue 95% de son alimentation. Il ne ratera pas l'occasion de profiter d'une telle aubaine. Cette plante, qui est en fait une variété d'herbe, recouvrait autrefois la région. Mais à cause de la déforestation, le bambou ne pousse plus que de façon dispersée dans les forêts du Yunnan. Dans ce territoire fragmenté, les chances de trouver une possible partenaire se réduisent. Vivant de façon isolée, mâles et femelles se servent de signaux chimiques pour communiquer et se retrouver. Ils parfument le sol à l'aide de sécrétions musquées produites par ses glandes anales, dans l'espoir qu'une femelle remontera sa piste. Le sol de la forêt est couvert de senteurs, un lot d'informations nécessaires au panda pour prévoir ses déplacements. Rien qu'en marchant, il laisse une trace grâce à des glandes situées sous ses pieds, une évolution utile pour ces créatures isolées. Non loin, au sommet d'un arbre, une femelle endormie ignore qu'un mâle approche. Mais le mâle perçoit son odeur. Il renifle tout en avançant pour s'assurer d'être sur la bonne piste. Sous sa langue se trouve une glande alimentée par un fluide qui lui permet de détecter les odeurs des femelles comme des mâles. C'est le seul mammifère doté de cette aptitude. Il renifle et s'avance au milieu des branches. Mais la femelle demeure introuvable. Elle a dû se réveiller et partir avant qu'il n'arrive. La saison de reproduction touche presque à sa fin. Vu le nombre réduit d'individus, c'était peut-être sa dernière chance de se reproduire. Comme tous les animaux qui vivent près du Mékong, sa survie dépend de la sauvegarde de son habitat. Alors que la fragmentation de la forêt se poursuit, l'avenir de ces superbes créatures est mis en péril.
Le Mékong parvient ensuite au point le moins élevé de son parcours en Chine, les forêts de Xishuangbanna. Nous sommes à moins de 600 mètres d'altitude. C'est à cet endroit que le fleuve quitte la zone tempérée pour la zone tropicale. L'arrivée du printemps s'accompagne de pluies venues de l'océan Indien. Dans la journée, la température moyenne est de 25 degrés. Ce climat chaud et très humide est propice à une végétation dense. La flore du Yunnan est extrêmement réputée. Près d'un tiers des variétés d'orchidées en Chine poussent dans cette province. Des fleurs fragiles d'une beauté incroyable, aux côtés desquelles pousse un arbre, le mayodendron, dont les fleurs poussent directement sur le tronc. Un habitat coloré qui offre un contraste saisissant avec les forêts montagneuses du début de parcours. Parmi les branches de la forêt vit depuis au moins 50 millions d'années une société parfaitement organisée. Elles compensent leur manque de stature par la force et le nombre. Les fourmis tisserandes. Ces fourmis ont une mission. Leur ancien nid a séché. Elles doivent en construire à nouveau. Elles se déplacent habilement sur tout leur territoire. Il n'y a ici que des ouvrières, les clones stériles d'une seule et même reine. Il ne faut surtout pas les perturber. Les insectes qui croisent leur route le font à leurs risques et périls. Cette chenille fera un très bon repas si elles peuvent la transporter dans l'arbre. Leur réussite dépend d'une seule chose, la coopération. Ces fourmis semblent défier la gravité alors qu'elles hissent leur repas le long du tronc. Le déplacement vertical est rendu possible grâce à de puissantes ventouses. Cette prise leur octroie une force incroyable et leur permet de porter 100 fois leur propre poids. Le nombre facilite la tâche. Plus bas sur le tronc, 2 fourmis semblent avoir été trop ambitieuses. Une 3e fourmi leur vient en aide. Mais cette chenille refuse de capituler. Ces fourmis ne font aucun prisonnier et font appel à leur force pour achever la chenille. Le combat prend fin. La dépouille est transportée à la colonie. Les ouvrières s'ouvrent l'appétit en construisant leur nouveau nid. Elles s'alignent comme du bétail en bordure des feuilles. Les pattes tiennent un côté, leurs mandibules l'autre. Tandis qu'elles tiennent leur position, d'autres ouvrières utilisent la soie des larves pour coudre ensemble les feuilles. Le manque d'effectifs les oblige à recruter des ouvrières alentours. Parfois de force.
Cette fourmi conduit une ouvrière sur place pour aider à la construction, qu'elle le veuille ou non. Avec un nombre suffisant d'ouvrières, le nouveau nid sera construit en moins de 24 heures. Des créatures les plus petites aux plus grandes. Les sculptures et les fresques qui ornent les temples locaux renseignent sur l'animal sacré qui vit dans ces forêts tropicales. L'éléphant d'Asie. En Chine, le fleuve Mékong est dénommé Lancang. Pour l'ethnie Dai, cela signifie le fleuve aux millions d'éléphants. De ces animaux autrefois célébrés, il n'en reste que 200. On est loin des milliers d'éléphants qui vivaient là. Cette matriarche guide son troupeau dans la forêt en quête d'eau. Durant des siècles, les éléphants ont suivi les mêmes parcours le long du Mékong. Ceux-ci ont été relativement préservés jusque récemment. Bien que plus petit que son cousin africain, l'éléphant d'Asie pèse entre 4,5 tonnes et 5,5 tonnes. Il a besoin d'ingérer quotidiennement 140 kg de nourriture. Il faut pour cela couvrir du terrain. Les éléphants possèdent 2000 gènes codants pour les récepteurs olfactifs, 2 fois plus que le chien. Leur odorat est très développé. Ils peuvent détecter de l'eau à près de 20 km de distance. L'odorat de cette matriarche l'a mis sur la bonne route. Les zones à proximité du Mékong sont parsemées de points d'eau. Source importante de minéraux nécessaires aux éléphants pour compléter leur alimentation végétarienne. Chez la plupart des mammifères, les articulations des membres forment un certain angle. Chez l'éléphant, les membres sont quasi en position verticale. Cela lui permet de soutenir tout son poids. Les pieds, eux, agissent comme des amortisseurs. Une femelle plus jeune suit. Peu après, tout le troupeau peut profiter de ce que le point d'eau a à offrir. Cette charmante scène cache une réalité plus compliquée. L'habitat des éléphants a été considérablement réduit ou détruit. Ce qui représentait des hectares de forêt s'est vu fragmenté, transformé en plantation ou en route, de par la présence humaine de plus en plus marquée. Le combat entre l'animal et l'homme s'est envenimé. Le nombre d'éléphants en liberté a fortement décru. Ces gardes sont en première ligne pour la sauvegarde des éléphants. Ils ont pour mission de trouver des moyens d'apaiser les relations entre l'animal et l'homme. Ils mesurent les déjections, interprètent les marques sur les troncs pour définir le territoire de ces animaux. Ils espèrent ainsi pouvoir prédire leurs déplacements et leur éviter tout contact avec les humains. Ce troupeau est dans un cours d'eau proche d'un axe routier majeur. Au milieu des ordures, ils ne sont pas conscients du danger et continuent de boire et de se rafraîchir.
Ils se dirigent vers la route. Les gardes du parc ont vu le troupeau approcher et ordonnent aux gens de s'éloigner. Affolé, un éléphant peut devenir très agressif. Un grand embouteillage se forme le temps que le troupeau traverse. En Chine, les éléphants sont prioritaires. Et ils ne semblent pas pressés. Ils traversent en toute sécurité. Même si voir les éléphants traverser la route peut être un spectacle, sans l'intervention rapide des gardes, la situation aurait pu dégénérer. Cette fois, le troupeau traverse sans encombre et retourne à l'abri dans la jungle. Depuis sa source, le puissant fleuve Mékong s'est taillé une route à travers des régions très contrastées. Dans la forêt, le jeune rhinopithèque brun continue de tester les limites. Sur les pentes de la montagne, le panda roux solitaire cherche encore une partenaire. Au cœur de la forêt tropicale, hommes et éléphants évitent de se croiser. Nulle part ailleurs en Chine, on ne retrouve autant de diversité. Alors que le Mékong pénètre au Laos, après un incroyable voyage, il se retrouve 4500 mètres plus bas. Son périple vers la mer ne fait que commencer. Le Laos. Un pays d'une beauté incroyable. Traversé par le fleuve Mékong. Un pays de montagnes et de forêts tropicales denses. Une des terres les plus préservées en Asie du Sud-Est. Un écrin de vie sauvage. Au fil des millénaires, ce fleuve puissant a façonné le paysage. Il joue un rôle dans la survie d'innombrables créatures menacées. Du magnifique gibbon au pan haut en couleur ou au macaque chapardeur. Le Laos offre une incroyable variété de spectacles. Les montagnes du nord du Laos. Un véritable paradis irrigué par le Mékong. Le vaste réseau des affluents du Mékong crée des poches de forêts vierges dans toute la région.
Ces enclaves offrent un refuge à de nombreuses espèces grandement menacées. Une portion de la province a été intégrée à la réserve naturelle de Bokeo. Un sanctuaire de 1230 km² créé en 1997 pour sauver une espèce de l'extinction. Le gibbon noir. On dénombre entre 1300 et 2000 individus dans la nature. C'est l'un des primates les plus menacés au monde. Un animal élégant, parfaitement adapté à la vie dans les cimes. Un tel spectacle est rare. Une femelle est en train de se nourrir. La femelle a une fourrure plus claire, avec une touche de noir sur la tête. Son partenaire et son petit jouent à proximité. Contrairement à la femelle, le mâle arbore une fourrure noire. Toute la journée, la famille passe de branche en branche en quête de nourriture. La famille Gibbon est très unie. Ce jeune mâle restera auprès de ses parents pendant plus de 3 ans, même après une seconde naissance. Deux heures avant le coucher du soleil, la famille profite de la lumière pour regagner leur perchoir au bord du fleuve. Depuis sa source au Tibet, le Mékong a parcouru près de 2000 km avant de rejoindre la province de Bokeo, au nord-ouest du Laos. Il longe brièvement la frontière birmane, parcourt 1700 km au Laos, le long de sa frontière occidentale avec la Thaïlande. Les gibbons, comme beaucoup d'autres animaux tropicaux, vivent dans les cimes des arbres, là où se concentre la nourriture. Ceux qui ne vivent pas dans les arbres se tournent vers le Mékong pour leurs besoins. Les affluents et les marais du bassin du Mékong accueillent une multitude d'oiseaux piscivores. Un couple de martins-pêcheurs pie est perché au-dessus de l'eau. Cette espèce de martin-pêcheur a la particularité de ne pas plonger depuis un perchoir. Le mâle fait du vol stationnaire à 10 mètres de hauteur et repère une proie. Le martin-pêcheur a une vue excellente hors de l'eau comme sous l'eau. Mais cela ne marche pas à tous les coups. Il nettoie son bec et rejoint sa partenaire.
Le mâle arbore 2 bandes de couleur noire sur la poitrine. La femelle porte, elle, une bande discontinue. Elle a eu l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Lorsqu'elle touche l'eau, une membrane vient protéger chaque œil. En l'absence de petits à nourrir, la prise lui revient. Le mâle va devoir faire mieux. Le vol stationnaire est une compétence particulière. Les martins-pêcheurs sont les plus grands oiseaux capables de cela. Ils battent des ailes horizontalement pour être stables sans avancer. Cette fois, il réussit. C'est le mois de mai, le début de la saison humide. Les vents de mousson poussent l'humidité depuis l'océan vers l'intérieur des terres. Les nuages, mus par le vent, épousent la forme des reliefs. Ils déversent leur trop-plein d'eau sur les forêts qui bordent le Mékong. Le pays est alors transformé. Les points d'eau se remplissent. Insectes et invertébrés pullulent. Très vite, les oiseaux suivent. Des échasses blanches et d'autres échassiers débarquent par milliers pour se reproduire. Ces marais autour des affluents du Mékong accueillent aussi un drôle de primate. Le macaque à face rouge. Surnommé également macaque-ours, il est couvert d'une longue fourrure épaisse et sombre. Son visage d'un rouge éclatant se remarque aisément. Mais avec l'âge et l'exposition au soleil, il prend une teinte foncée. Les petits sont tout blancs. Leur fourrure ne s'assombrira que vers l'âge de 4 mois. Comme chez l'homme, mâles comme femelles sont victimes de calvitie en vieillissant. La troupe est arrivée au pied d'arbres fruitiers. Les singes se délectent des gousses. Ces macaques vivent en groupe de 5 à 60 individus, mâles et femelles.
Ils vivent dans les forêts le long du Mékong, mais leur population est en déclin. La troupe est dirigée par un mâle dominant. Maintenir l'ordre est un travail à plein temps. Les mâles de rang inférieur sont nombreux dans la troupe. L'important est de garder ses prétendants à distance de son harem de femelles. Ces attaques sont nécessaires pour consolider la hiérarchie. Mais ces macaques sont prompts à se réconcilier. Le mâle dominant scelle leur soumission d'un baiser. L'ordre rétabli, ils retournent se nourrir auprès d'un cours d'eau. Le reste de la troupe se montre plus intéressé par les délicieuses gousses. Une épaisse fourrure protège les adultes de la pluie. Les bébés s'abritent sous leur mère. Les jeunes n'ont pas autant de chance. Sans fourrure épaisse, ni autre protection, ils se réfugient sous les arbres. La journée touche à sa fin. Le mâle dominant reconduit la troupe dans la forêt. Tout le monde suit promptement. Enfin, presque tout le monde. Le danger est omniprésent la nuit. Les arbres où ils dorment sont cachés parmi les rochers. Un lieu sûr pour passer la nuit. Plus bas sur le Mékong, loin de la réserve de Bokeo, résonnent dans la jungle les cris d'une autre espèce de gibbon. Il s'agit là d'un gibbon lard mâle. Il rappelle à ses voisins de chaque côté du fleuve que là se trouve son territoire. Il existe 7 espèces de gibbons au Laos. Ils ne nagent pas. L'eau forme donc une barrière naturelle entre chaque espèce au sein d'une même région. Contrairement à leurs cousins noirs, les gibbons lards mâles et femelles ont la fourrure foncée ou claire. Leur visage est borné d'une ligne de fourrure blanche. Présente sur les mains et les pieds, elle leur vaut le surnom de gibbon à main blanche. Les gibbons passent le plus clair de leur temps dans la canopée. Aucune autre créature ne se déplace aussi adroitement. Les articulations du poignet et de l'épaule sont très mobiles. Ils possèdent de longs bras musclés.
Ces adaptations leur permettent de se balancer aisément, de branche en branche. Même si d'autres singes utilisent cette technique, les gibbons sont des spécialistes. Quand un intervalle entre deux arbres est trop grand, ils sautent. Aidés par la gravité, ils donnent l'impression de voler. Ils peuvent voyager de cette manière durant des heures, en dépensant peu d'énergie. Leurs déplacements sont d'une grande fluidité. Leur aptitude, peut-être la plus impressionnante, est la façon dont ils naviguent dans l'espace tridimensionnel de la canopée. C'est bien plus compliqué que de courir sur le sol. S'ils se trompent dans la branche à saisir, la chute sera longue. Un nouveau-né s'accroche au ventre de sa mère alors qu'elle se meut parmi les branches. Dès leur naissance, les bébés gibbons sont confrontés à ce mode de vie. Le bébé apprend à ne pas lâcher. Il a la force nécessaire. La plupart des bébés naissent à la fin de la saison humide, quand il y a une abondance de fruits. Cette femelle-ci a un bébé légèrement plus âgé. Alors que son partenaire profite d'une sieste, elle emmène son petit là où il peut apprendre à se mouvoir. Pas mal pour un premier essai. Mais comme toutes les mamans, elle ne peut quitter son petit des yeux une seconde. Les gibbons ont développé cette incroyable physique dans un seul but, se nourrir. Dénicher un arbre chargé de fruits est simple. Atteindre les fruits s'avère plus compliqué. C'est en cela que ces singes excellent. Leur extraordinaire aptitude leur permet de se mettre dans des positions étonnantes. Rien n'est hors de portée. Ils utilisent leurs pieds et leurs mains de façon similaire au sommet des arbres. Quand une branche ne semble pas suffisamment solide, le gibbon répartit intelligemment son poids pour continuer de se nourrir.
Et même s'il vacille parfois, il parvient toujours à se rattraper. Ce qui semble facile relève d'un exploit dont l'homme est incapable. La force incroyable de leurs bras vient du fait que les deux muscles de l'avant-bras fonctionnent ensemble. Mais cette force a un prix. Les gibbons ont une dextérité limitée au niveau des doigts. Ils peuvent bouger aisément le pouce et le petit doigt, mais les 3 doigts du milieu ne peuvent pas bouger de façon indépendante. Un prix à payer relativement faible pour ces maîtres du mouvement. Le gibbon est doté d'un physique diablement efficace, parfaitement adapté à la vie des cimes. Plus loin, sur le Mékong, un autre animal a pratiquement évolué dans la direction opposée. Un oiseau étrange qui a sacrifié l'art de se déplacer pour l'art de se montrer. À l'aube, un paon mâle signale sa présence. Le plumage sophistiqué du paon est une véritable merveille. Une façon d'afficher sa richesse génétique et d'attirer la femelle. La femelle sélectionne un mâle en fonction de la qualité de son plumage. La taille et la quantité des taches en forme d'œil importent. Mais cette beauté est aussi un handicap. Elle interdit tout vol et fait la joie des prédateurs. C'est tout l'enjeu. La beauté est un fardeau que seuls certains mâles peuvent porter. En choisissant son partenaire, la femelle obtient plus qu'une collection de jolies plumes. Un mâle à l'apparence majestueuse doit avoir également la force nécessaire pour survivre. C'est une qualité génétique qu'il transmettra à sa descendance. Les forêts qui poussent le long du Mékong sont parmi les plus anciennes de la planète. Une grande variété d'animaux vivent côte à côte, chacun ayant adopté une stratégie différente pour affronter le danger. Ces variations sont notables quand on étudie la façon dont les oiseaux nichent. Tous ont la volonté de protéger leur nid des nombreux prédateurs de la jungle.
Certains nichent en hauteur pour être autant que possible hors de portée. Ces moineaux très colorés façonnent des nids en forme de panier. D'autres choisissent la discrétion. Une citelle veloutée dissimule son nid dans le creux d'un tronc. Elle fait des allées et venues, le bec rempli d'insectes pour nourrir ses petits. Elle essaie de ne pas attirer l'attention d'un lézard qui rôde. Le nid d'un pic de Bonaparte tout proche est menacé. Le lézard a capté l'odeur de ses petits. Le bec de la femelle suffit à le faire renoncer. D'autres oiseaux ont opté pour une toute autre direction. Ils délaissent les hauteurs pour le sol. Un couple de brèves à ailes bleues ramasse des vers pour leurs insatiables rejetons. Leur nid parfaitement camouflé se situe au niveau du sol, au milieu des bambous. Le nid dissimule le plumage vif des petits, comme des parents. L'engoulevent, lui, est expert en subterfuge. Sa silhouette et son plumage se fondent littéralement dans le tapis de feuilles. L'engoulevent ne s'embarrasse pas d'un nid. Il se satisfait du sol de la forêt. Pour le prédateur, l'oisillon est presque invisible. Une approche toute simple. De retour chez les macaques à face rouge, où il y a de nouvelles bouches à nourrir. Ce bébé est né dans la nuit. Elle est propre, sèche, prête à être présentée. Tout le monde souhaite voir la nouvelle venue. Ses premiers pas sont peu assurés. Elle tient tout juste sur ses pattes. Elle apprend à s'adapter au monde. Tout n'est que découverte. Elle tétera durant 1 an environ. Mais dès qu'elle sera plus hardie, sa mère la laissera gambader au milieu de la troupe. Chez les macaques à face rouge, les mères sont plus détendues que chez d'autres espèces. Elles se réjouissent de voir leurs petits explorer les environs dès leur plus jeune âge.
Mais comme beaucoup de petits, parfois, ils se montrent trop téméraires. Cette mère se montre confiante. Les autres femelles n'enlèvent pas les bébés, comme cela arrive souvent chez les autres macaques. Les macaques à face rouge sont des animaux sociables, attachés à leur communauté. Un mâle vient même aider à prendre soin des petits. Un comportement inhabituel chez de nombreux macaques. Elle navigue au milieu du groupe et noue des liens avec ses aînés. Malgré toute cette attention, parfois un jeune macaque ne souhaite que sa mère. Mais obtenir un câlin n'est pas toujours simple. Surtout quand la maman grimpe aux arbres. Redescendre pose également problème. Il se laisse donc emporter. Pour l'instant, ce jeune est le centre de l'attention. Mais comme tous les mâles, il finira par être rejeté de la troupe. Il devra trouver un autre groupe de macaques et s'y imposer, comme l'a fait son père avant lui. Tous ces animaux vivent au bord du Mékong depuis des générations, tout comme les hommes. Depuis des milliers d'années, les communautés qui vivent le long du Mékong dépendent du fleuve et de ses ressources. Dans les collines qui surplombent le Mékong, une fille d'un village local cueille des feuilles de mûrier, élément essentiel d'une industrie vieille de 5000 ans. Les vers à soie de l'élevage familial ne mangeront rien d'autre. Le ver à soie est la chenille du bombyx du mûrier, sans doute l'insecte le plus important d'Asie. Le processus de fabrication de la soie débute par la ponte des œufs. Quand ils éclosent, débute la ruée sur les feuilles de mûrier. Les chenilles grandissent rapidement. 25 jours et 4 mues plus tard, la fabrication des cocons peut commencer. Chaque chenille tisse un cocon à l'aide de ses glandes salivaires. C'est ce cocon qui intéresse les hommes. Extraire la soie est un art délicat. Chaque cocon est fait d'un seul fil de soie de 300 à 900 mètres de longueur. Les vers sont considérés comme des mets délicats et sont vendus sur les marchés aux côtés d'autres produits peu communs.
le gibbon lard se réveille au lever du soleil. L'adulte mâle, par ses cris, marque le début d'une nouvelle journée. Son chant peut être entendu dans un rayon de 7 km. La mise en route est lente, mais la troupe va se déplacer une grande partie de la journée. Le petit déjeuner est la première des priorités. Ces singes ne sont pas difficiles. Ils préfèrent les fruits, mais ne bouderont pas les feuilles, les insectes ou même des œufs d'oiseaux. Les gibbons sont des animaux fidèles. Ils vivent en famille, un couple et leurs petits. Il n'y a pas de schéma de domination entre mâles et femelles. Les parents se partagent la responsabilité de la famille. À la mi-journée, 1 heure de repos. Certains en profitent pour somnoler. D'autres pour se faire épouiller. Ce couple jouit d'un rare moment de tranquillité. La femelle retire avec soin les parasites de l'épaisse fourrure de son partenaire. Il ne s'en plaint pas. L'espoir d'un peu de repos s'évanouit très vite. Leurs petits n'aiment pas être ignorés. Son père sait quand s'avouer vaincu et s'écarte pour que la mère porte son attention sur le petit. Une fois seul, le père se trouve un bel endroit pour paresser en paix. Mais son fils cherche la bataille. Fuir n'aide en rien. Un jeu de poursuite est tout aussi drôle.
Au début de l'après-midi, les singes retournent se nourrir. Ils partagent les cimes avec d'autres créatures. Cette proximité comporte des avantages. Au cri d'un rapace, tout le monde se fige. Les gibbons ont appris à reconnaître ce cri d'alerte et se déplacent pour voir de quoi il en retourne. Un varan nage au-dessous. Il goûte l'air de sa langue fourchue. Il aperçut leur odeur. Le mâle avertit la troupe. Le varan est un carnivore féroce qui sait grimper aux arbres. Le rapace sait que son nid est menacé. Alors que le varan atteint la rive, les gibbons s'inquiètent de plus en plus. Les adultes sont en sûreté. Mais si un petit panique et tombe, il ne pourra rien face au varan. Il se sert de sa voix, celle du chant matinal, dans un autre but. Il est rejoint par ses semblables pour tenter d'effrayer le reptile. Le varan hésite. L'intimidation fonctionne. L'union fait la force. Cette communauté a chassé le danger. Le reste de la troupe regarde le lézard disparaître. Le mâle trouve enfin le temps de jouir d'un repos bien mérité. Bientôt, la pluie des moussons passera. Le jeune gibbon apprendra à maîtriser son environnement. Les jeunes macaques trouveront leur place dans la hiérarchie de la troupe. Et le pan trouvera une partenaire. Le Laos est le bijou inexploré de l'Asie du Sud-Est. Le Mékong est le système nerveux du Laos. En parcourant le pays, ce fleuve influe sur le milieu naturel et la vie sauvage. Il découpe des portions de forêt qui offrent un abri à certaines des espèces les plus menacées. Et l'espoir qu'il y a davantage à découvrir.